Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être au rendez-vous de ce 20h. Voici les titres. Lutte contre la pollution plastique, une campagne nationale est lancée. Objectif, amener les populations à changer de comportement et à s'impliquer davantage dans le combat contre le péril plastique. Première étape, les marchés de Dakar. Des kits de géolocalisation doublés de téléphones satellitaires bientôt à la disposition des pêcheurs. C'est pour renforcer l'arsenal de solutions à la sécurité en mer. Le projet a été présenté aux différents acteurs. 59 éléments de la culture sénégalaise inventoriés. Chaque région a présenté les éléments représentatifs de sa culture, des éléments parmi lesquels le Thiéboudjen que le Sénégal entend soumissionner pour figurer sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal. Tout d'abord, signalé chez le retour du chef de l'État à Dakar. Le président de la République Macky Sall est rentré hier dans la soirée à bord du vol Air Sénégal en compagnie de la première dame. Le président de la République Macky Sall vient du Japon où il a pris part à la 7e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique. Auparavant, le chef de l'État a participé au sommet du G7 2019 qui a eu lieu à Biarritz en France. À son arrivée à l'aéroport international Blaise Diagne de Diass, le président de la République a été salué par des membres du gouvernement et d'autres autorités civiles et militaires. Toutes les dispositions ont été prises pour une réussite de l'inauguration de la grande mosquée Massalikul Jinan. C'est l'assurance du ministre de l'Intérieur, Ali Ngouille Ndiaye, visiter l'infrastructure religieuse qui sera réceptionnée le 27 septembre prochain. Il se dit satisfait du travail accompli par les ouvriers et félicite en même temps la communauté mouride. Compte rendu de la visite, Moussa Mané. C'est sans doute l'une des plus grandes mosquées du pays et même de la sous-région. Ce 27 septembre, la mosquée Massalikul Jinan sera inaugurée. Une véritable course contre la montre est donc déclenchée. Partout, les ouvriers mettent la dernière touche. Les grosses œuvres sont finies et la décoration intérieure vient de livrer ses secrets aux visiteurs. Débutés en 2012, les travaux ont duré 7 ans pour un coût global de 20 milliards. Maintenant, les travaux de finition, parce que cette porte-là qui est en cuivre, elle aurait pu être en bois ou en aluminium. Mais avec tout ce qui est luminaire, tout ce qui est décoration intérieure et extérieure, parce que la décoration extérieure, c'est le monument. La cérémonie d'inauguration sera présidée par le Khalif général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké. Pour une réussite de l'événement, l'État entend prendre toutes les dispositions sécuritaires nécessaires. Donc les aspects sécuritaires sont importants et nos services prendront toutes les dispositions pour que la mosquée, les environs, la résidence, tout ceci soit sécurisé. Et au-delà de l'événement, également des dispositions seront prises pour que les environs de la mosquée, notamment avec la vidéosurveillance, puissent également être davantage sécurisés. Ça, on peut vous assurer et que toutes les dispositions sont prises pour d'abord faire l'état des lieux et avant d'entamer la dernière ligne droite, faire les derniers réglages. Le gouverneur de Dakar est chargé de la coordination. À côté de la mosquée, d'autres infrastructures sont prévues. Il s'agit de l'Institut Cheikh Amadou Bamba, la maison Kër Serigne Bi, entre autres. Des projets qui vont bientôt démarrer. Tous ensemble pour lutter contre le péril plastique. C'est le slogan de la campagne nationale de communication initiée par le ministère de l'Environnement. L'objectif est d'amener les citoyens à s'impliquer davantage dans la lutte contre la pollution plastique. Première étape de cette caravane, les marchés de la capitale. Fanta Badji. Les marchés sont par excellence les endroits où les sachets plastiques foisonnent. Et c'est justement où s'est rendu le ministre de l'Environnement pour sensibiliser les usagers. Nous avons entrepris depuis quelques mois une campagne d'information, de sensibilisation en direction des populations pour qu'elles comprennent qu'en utilisant les sachets plastiques, on dégrade notre environnement. Mieux,
Abdou Karim Sall a présenté des échantillons de sachets biodégradables écologiques. Ça, c'est du plastique. Ça c'est un sachet plastique. Ça, c'est un sachet en carton. Ça, c'est un sachet en carton. Ça, c'est du tissu. J'invite nos femmes qui vont dans les marchés de se doter de sachets de ce type pour qu'ils puissent les utiliser une ou deux fois. Au marché Castor, HLM, Koloban, Tilène, Sandaga, Petersen et Lamine Gueye, le ministre de l'Environnement a fait le tour des boutiques et autres magasins pour conscientiser les commerçants sur le péril plastique. Si on lutte efficacement contre les sachets plastiques, nous allons atteindre très rapidement ce qu'il convient d'appeler le programme Zéro Déchet. À la tête d'une délégation composée de défenseurs de l'environnement, le ministre s'est même chargé d'afficher et de distribuer des autocollants pour faire passer différents messages et informer sur les dispositions de la loi sur le plastique. Quand la loi a été votée en 2015, les producteurs, les commerçants avaient demandé une période qui devait leur permettre de s'organiser. Cette loi ne prend pas en compte les gobelets. Cette loi ne prend pas en compte les sachets d'eau. Nous allons faire en sorte qu'on fasse une extension du périmètre d'application de cette loi. Après Dakar, la caravane compte se rendre dans la banlieue au marché Poisson, marché Zing, marché Boubès, rond-point Cambérène, marché Dior, marché Grand Yoff et le rond-point Liberté 6 pour vulgariser la loi sur le plastique en vue d'un changement de comportement. Valeurs et citoyenneté, c'est le thème qui a été développé par la Fédération nationale des jeunes afro-arabes du Sénégal. La rencontre a eu pour cadre le Grand Théâtre. Pour l'occasion, ils étaient nombreux, ces jeunes, à assister à ce rendez-vous annuel. Toutes les 14 régions du Sénégal ont été représentées. Les temps forts, Ibrahim Ndong. Des versets coraniques pour donner le ton. C'est dans cette ambiance teintée de spiritualité que le ministre de la Jeunesse et sa délégation ont été reçus par la Fédération nationale des jeunes afro-arabes du Sénégal. Pour l'occasion, ils étaient nombreux à effectuer le déplacement pour assister à ce rendez-vous annuel. Toutes les 14 régions du Sénégal ont été représentées. Cette année, le conférencier a abordé un thème qui porte sur les valeurs et la citoyenneté. Un thème développé par l'ancien ministre Bamba Ndiaye. Il a invité les jeunes à s'identifier au modèle que constituent certains hommes de Dieu au Sénégal. À sa suite, le ministre de la Jeunesse a magnifié la rencontre qui entre dans le cadre des vacances citoyennes avant d'inviter les jeunes au respect des préceptes de l'islam et aux recommandations du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Avant de quitter la salle, Néné Fatoumata Tall a eu droit à une prestation des jeunes, des chants religieux pour clore la cérémonie. À présent, le point sur la campagne agricole, mais également sur la pluviométrie à Tambacounda. La météo a enregistré des cumuls pluviométriques qui culminent à plus de 500 mm. Une situation favorable pour le monde rural où les semis se portent bien. Reportage à Touba Fall, Abdoulaye Sinkaré. Après la pause d'une dizaine de jours, les pluies ont repris de plus belle. La région est bien arrosée et les postes affichent des cumuls importants, comme les 508 mm enregistrés à Nétiboulou. En termes de cumul saisonnier, nous avons jusqu'à 411,8 mm au niveau de Tambacounda Aéroport. À Dialokoto, nous avons 359,7 mm. À Makokoulimantan, nous avons 445,7 mm. À Missira, nous avons 450 mm. Mais la plus forte quantité en termes de cumul, jusque-là, nous l'avons au niveau de Nétiboulou avec 508,7 mm. Au niveau de Kompentom, nous avons 338,3 mm. Au niveau de Goudiri, nous avons 267,9 mm et 284 mm au niveau du département de Bakel. La météo reste favorable et les prochains jours auront leur lot de précipitations. La situation est toujours favorable pour la décade prochaine, c'est-à-dire les 10 prochains jours, au niveau de la région de Tambacounda. Parce que du 3 au 4, du 7 au 8 et du 10 au 11, nous attendons des événements pluvieux qui pourront intéresser la région. Touba Fall.
à une quinzaine de kilomètres de Tamba. Ici, nous retrouvons Pape Banda Dièye. Après plus de 30 ans à travailler la terre, l'homme se définit comme un agriculteur né. Dès mes premières années, j'élevais des lapins et des pigeons. Donc, je me suis lancé dans l'agriculture, dans la culture des céréales et autres, vers les années 83-84. Ce champ-là, c'est une superficie de 30 et quelques hectares. C'est en 1986 que je l'ai débroussaillé, moi-même, personnellement. Grand producteur, Pape Banda exploite aujourd'hui pas moins d'une cinquantaine d'hectares. Ici, 8 hectares de mil, là 7 hectares de maïs et un peu plus loin, 22 hectares d'arachides. La confiance à fleur de sol, l'homme n'a jamais douté, malgré la pause. Lorsqu'il a plu, j'ai labouré le champ. Vous voyez. Deuxième pluie, j'ai semé. Donc, il n'a aucun souffert, la plante n'a aucunement souffert par rapport à la pluviométrie du fait du labour. Parfois, tu sèmes au mois de juin. Tu sèmes, ton premier semis, c'est au mois de juin. Ton second semis, c'est fin juillet. Le fin juillet, les semis du fin juillet sont plus rentables que les semis du mois de juin. Du côté du développement rural, l'on décrit une situation globalement satisfaisante. Prenez le cas de l'arachide où nous avons 3 semis, donc 3 dates de semis. Nous avons les premiers semis sont actuellement au stade de géniforisation, c'est-à-dire la formation de gousses. Maintenant, pour la deuxième phase de semis, donc nous sommes au stade de croissance. Et maintenant, la troisième phase de semis, nous sommes au stade de levée. Pour le maïs, vous voyez derrière moi, actuellement, nous avons tout ce qui est, nous sommes au stade de dépiaison et de montaison. Nous avons aussi pour le mil, la montaison, talage. Vous avez pour le riz actuellement aussi, montaison, talage. Ça veut dire qu'actuellement, il y a un bon comportement des cultures. En plus des intrants, 900 unités ont été distribuées pour le matériel léger et 22 tracteurs, dont 12 déjà disponibles. Toujours en faveur de l'agriculture, la FAO s'engage dans le développement du secteur par les TIC. Pour ce faire, le projet Saïda, Service agricole et inclusion digitale en Afrique, sera bientôt testé au Sénégal. Il a fait l'objet d'échanges au cours d'un atelier de 3 jours. Le point est avec François Sec. Introduire les nouvelles technologies de l'information dans l'agriculture, une initiative de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. La FAO lance le projet Saïda, Service agricole et inclusion digitale en Afrique, pour moderniser, intensifier et réduire les insuffisances de l'agriculture. C'est un moyen d'équilibrer les connaissances. Donc, ils ont accès à des scientifiques de haut niveau qui peuvent leur donner les informations en temps réel sur les décisions qu'ils doivent prendre dans leur champ. Pour faciliter les échanges entre producteurs et commerçants, le projet Saïda s'articule autour de 4 applications mobiles. Parmi elles, Soignez et nourrissez votre bétail, e-NutriFood et Agri-Marketplace, les prix des intrants et sont connectés directement aux commerçants. Et ils ont aussi l'application météo et calendrier culturel qui leur indique quand il faut semer pour ne pas perdre cette première semence. La FAO accompagne les États pour la mise en œuvre du projet. Au Sénégal, 2 zones tests sont identifiées par l'ANCAR pour améliorer la productivité des systèmes de production sur l'étendue du territoire. Mais dans un premier temps, on va piloter la phase test pour aller également vers l'extension. La phase test concerne la direction zone des Niayes et la direction bassin arachidier sud. Cet outil important pour les petits exploitants agricoles et éleveurs va révolutionner l'agriculture. La tutelle soutient l'initiative. Le ministère de l'Agriculture soutient et appuie vraiment ce projet. Aujourd'hui, avec ces technologies, avec l'information qui arrive à temps au niveau d'un producteur, il peut, à son niveau, prendre la décision de dire que, écoute, je vais semer ou je vais attendre. L'autre aspect qui me semble important, c'est le volet commercialisation. C'est un développement majeur. Et l'importance vraiment de cette technologie a été reconnue dans le monde entier.
Et la FAO voudrait vraiment aider la sous-région, pour commencer, à vraiment accélérer le processus de vulgarisation, à l'instar de ce qui se passe dans d'autres pays déjà au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Après 3 jours de formation, experts, vulgarisateurs, spécialistes de la matière du Sénégal et des autres pays de la sous-région seront outillés pour promouvoir l'agriculture intelligente. Des kits de géolocalisation doublés de téléphones satellitaires bientôt à la disposition des pêcheurs. Il s'agit d'apporter des solutions à la sécurité en mer. Un atelier de partage a été organisé à cet effet. Le compte-rendu de Ndeye Aïdadia. Trouver une réponse appropriée aux accidents en mer, c'est l'objectif de ces traceurs qui seront mis à la disposition des pêcheurs. La société technologie, sécurité et surveillance, spécialisée dans le domaine de la géolocalisation, a eu à effectuer des tests à Saint-Louis, à Mbour, à Kafountine, du 8 au 24 juillet 2019, avec la participation des pêcheurs artisans sous la surveillance de la direction de la protection et de la surveillance des pêches. Notre rencontre d'aujourd'hui donc va être une rencontre d'échange, une rencontre de réflexion qui vise à mesurer l'adaptabilité de cet outil aux besoins de la sécurité de la pêche artisane. Les bénéficiaires saluent l'initiative tout en demandant la subvention de ces kits. L'appareil Touraya que le TSS a mis à la disposition des pêcheurs est un appareil de marque de dernière génération. Il faut que l'État du Sénégal, son Excellence M. Macky Sall, il faut qu'il soutienne davantage les pêcheurs, comme il a fait avec les subventions des moteurs, les pirogues en fibre de verre et autres. Vraiment, nous tenons à ce que notre État nous soutienne, nous accompagne vraiment pour faciliter l'accès de ce produit aux pêcheurs artisans. Au-delà du port systématique des gilets de sauvetage, la géolocalisation est une solution à l'épineuse question de la sécurité en mer, une façon de gérer aussi la gouvernance des pêches au Sénégal. Nous restons avec les acteurs de la pêche avec ce focus du jour sur la pêche à Mbour. Chaque mois, 3000 tonnes de produits halieutiques sont débarqués au quai de pêche de la localité pour une valeur commerciale de 1,5 milliard de francs CFA. Le business se porte bien, mais les acteurs veulent mieux faire si toutefois le code de la pêche est appliqué. Cela évitera les mauvaises pratiques dans le secteur. Le focus est signé Salusek. Mbour, à plus de 80 km de Dakar, la localité doit sa notoriété au tourisme mais aussi et surtout à la pêche. Son parc piroguier est impressionnant. Avec le dernier recensement qui a été initié en 2015-2016, nous avons comptabilisé au total 2107 embarcations immatriculées. Le dynamisme de cette activité n'est plus à démontrer. La pêche occupe une frange très importante de la population. Toutes les régions qui nous entourent viennent s'approvisionner souvent en pêche à Mbour. Parce que Mbour n'a pas de campagne de pêche. Mbour a une campagne de pêche annuelle. C'est-à-dire que pendant toute l'année, la pêche elle est continue à Mbour. Au niveau de Mbour, on débarque en moyenne mensuelle 3000 tonnes de produits halieutiques, pour une valeur commerciale estimée à 1,5 milliard de francs CFA. Pour appuyer le secteur, une politique de subvention est menée par les autorités. Nous, on peut dire que l'État est en train quand même de faire des efforts. Parce que concernant les pêcheurs, on a subventionné les moteurs. Si chaque pêcheur qui achète un moteur, on te subventionne 1 million de francs CFA. Ensuite, concernant les quais de pêche, on est en train de construire beaucoup de quais de pêche. Au début, il n'y avait que 8 quais agréés. Maintenant, on a 13 quais agréés. Ensuite, il y a la construction de 19 complexes frigorifiques. Mbour en fait partie et d'autres sites de débarquement. La subvention du carburant hors bord qui est à 497. Je peux parler de la subvention des gilets de sauvetage. Des gilets qu'on vend à 2500 sur le marché et on les apporte jusqu'au niveau du quai de pêche. Pour sa durabilité, l'application du code de la pêche est demandée par les acteurs. Pour avoir quand même une pêche durable, pour quand même l'avenir de demain, on va trouver ici quand même du poisson. Vraiment, il faut quand même les mauvaises pratiques qu'utilisent les pêcheurs. Il faut quand même l'État prend ses dispositions
pour arrêter ces mauvaises pratiques et appliquer les textes. Si par exemple ça c'est fait, on applique les textes, on interdit les mauvaises pratiques, vraiment je crois bien on aura une pêche durable et l'avenir de demain va trouver du poisson ici dans ce pays. La sécurité maritime a été toujours la préoccupation des pêcheurs. Sur les accidents en mer, le département de Mbour a payé un lourd tribut ces dernières années. Mais si on compare 2-3 années derrière, on voit que ça a baissé, et considérablement baissé. Donc cela veut dire que ces alertes météo, plus tout ce que nous faisons comme sensibilisation, ça commence à porter ses fruits. Toutes ces questions avaient fait l'objet d'un débat réalisé par Radio Sénégal au quai de pêche de Mbour. C'était dans le cadre des antennes décentralisées durant la CAN. Culture à présent, le ministère de tutelle a procédé à l'inventaire du patrimoine culturel immatériel. C'est un premier pas pour le Sénégal qui entend soumissionner le Thiéboudjen et d'autres éléments au patrimoine mondial à la conférence de l'UNESCO prévue en mars 2020. Une cinquantaine d'éléments figurent sur la liste publiée provisoirement. Deya Dedia nous en parle. 59 éléments du patrimoine culturel immatériel du Sénégal présentés à l'occasion de cette cérémonie de restitution. Les 14 régions du Sénégal ont présenté des éléments représentatifs de leur culture. Chaque cellule opérationnelle a pu faire un inventaire sur 4 éléments du patrimoine culturel immatériel. Quand je parle d'éléments, cela veut dire ça peut être une expression, ça peut être un savoir-faire, ça peut être des pratiques sociales, ça peut être des rituels ou ça peut être des connaissances qui sont liées à la nature et à l'univers. Voilà les 5 domaines, plus ou moins, qui déterminent le patrimoine culturel immatériel. Après le travail des équipes de l'UNESCO et du ministère de la Culture, qui ont fait le tour de l'ensemble des départements pour inventorier aujourd'hui tout le patrimoine culturel immatériel que nous avons. Ça, c'est un préalable pour pouvoir aller au patrimoine mondial. Je crois qu'aujourd'hui, il faut se féliciter de toute la qualité de ce travail et je crois que très prochainement, dans les semaines qui vont venir, on aura les conclusions définitives. Le Rao à Louga, le Yela à Matam, le Ndaourabine à Dakar, le Khoy à Fatick, le Ngoyan à Kaolack et le Thiéboudjen à Saint-Louis sont quelques éléments de cet inventaire. Le Thiéboudjen est d'ailleurs présent dans la liste que le Sénégal entend soumissionner à l'UNESCO pour l'inscription au patrimoine au moment où le Nigeria et le Ghana se disputent la paternité du Jollof Rice. Nos frères du Nigeria ont l'intention d'inscrire le Jollof Rice, qui n'est rien d'autre que le Thiéboudjen que nos parents ont apporté là-bas au niveau des restaurants. Alors, nous disons quand même que le Thiéboudjen, il est d'ici. C'est un plat de notre gastronomie nationale qu'il faut valoriser, alors il faut l'inscrire. Il y aura peut-être 2 ou 3 autres éléments que nous allons proposer sur la liste du patrimoine immatériel dès le mois de mars prochain. Il y a certaines choses qui peuvent être communes aux différents pays. Donc, après la discussion entre les États, nous verrons ce qui ressortiront sur cette question du riz. La dernière rencontre de l'UNESCO, il y a eu 2 pays, la Corée du Nord et la Corée du Sud, qui ont présenté conjointement un même élément pour qu'il soit inscrit au patrimoine mondial. Donc ça, ce sont des discussions entre les États qui vont être faites. Pour le moment, seul le Khoy et le Kankourang sont classés au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Pour ajouter d'autres éléments de patrimoine, il fallait procéder à cet inventaire. La gastronomie, les pratiques sociales, les rites initiatiques, les événements festifs sont des éléments de nos cultures à sauvegarder. Le Sénégal, signataire de la Convention 2003 de l'UNESCO sur le patrimoine culturel immatériel, sait qu'il a un devoir de mémoire. Au chapitre religion, Touba célèbre ce mardi 3 septembre la naissance de Serigne Abdou Khadre Mbacké. Il a été l'imam de la grande mosquée de Touba et 4e khalife général des Mourides. À l'occasion, le ministre de la Culture et de la Communication était ce matin dans la cité religieuse. Il a donc rendu visite à Serigne Moustapha Mbacké, Abdou Khadre Mbacké et à ses frères. Il est rendu sur ces commémorations rendues vers
religion, toujours, c'est à bord de 3 embarcations que les pèlerins catholiques sénégalais ont célébré l'Eucharistie au milieu du lac Tibériade, lieu où serait produite la pêche miraculeuse, un miracle que Jésus avait fait il y a plus de 2000 ans. Envoyés spéciaux à Nazareth, c'est en Israël. Jérôme Gomis et Anaïs Nyanyamane. C'est sur les bords de ce lac Tibériade, connu dans les évangiles mer de Galilée ou mer Tibériade, que Jésus appela Simon, André, Jacques et Jean, ses premiers disciples, une première sortie publique du Christ qui fera de ses pêcheurs d'hommes. C'est dans cet immense réservoir d'eau que s'est produit également la pêche miraculeuse. L'autre miracle que Jésus a opéré, c'est la marche sur les eaux. Jésus a marché sur les eaux de ce même lac de Tibériade, un autre miracle. Alors, pour résumer, disons que Jésus a exercé son ministère sur ce lac où nous allons célébrer la messe dans les barques, mais également autour de ce lac, sur les rives de ce lac. Donc, c'est un lac chargé d'histoire pour nous. Dans la foi, il ne faut pas douter. Il faut avoir confiance en son Dieu. Il faut avoir confiance en soi-même et par rapport aux écrits. En tout cas, c'est ici, en tant que chrétien, que cette foi en Dieu, cette foi en la vérité révélée, cette foi en la résurrection du Christ qui est venu se manifester une 3e fois aux apôtres après les disciples d'Emmaüs, demandant aux disciples de jeter à droite et qu'ils ont pêché des poissons. Et c'est à partir de là le fondement aussi de l'Église catholique, parce qu'il a dit à Pierre, « Pierre, est-ce que tu m'aimes? Oui, je t'aime, Seigneur. » Il lui dit, « Sois le pasteur de mes brebis. » Et c'est aussi sur le lac Tibériade que nous profitons en tant que chrétiens pour prier pour le pape. Et aussi, en tant que chrétiens, nous sommes confirmés du choix du pape comme étant aujourd'hui le symbole des apôtres, le Sauveur. Au milieu du lac Tibériade, à bord de 3 bateaux, les pèlerins de l'Annonciation ont rendu grâce au Seigneur Jésus qui, il y a 2000 ans, marcha sur les flots et apaisa la tempête. À présent, le bref survol de l'actualité internationale. Nous irons en RDC, aux Bahamas. Tout d'abord, en Afrique du Sud, les violences xénophobes auraient fait au moins 5 morts. Le récit de Sedina Alunfal. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a condamné ce mardi les violences xénophobes qui secouent le pays depuis dimanche soir, les jugeant totalement inacceptables. Une nouvelle vague de violences et de pillages visant des étrangers a éclaté en Afrique du Sud, notamment à Johannesburg et à Pretoria. Des dizaines de magasins ont été pillés. Ce mardi, la police a tiré des balles en caoutchouc à Johannesburg pour tenter de prévenir de nouveaux pillages. Ces violences xénophobes auraient fait au moins 5 morts en Afrique du Sud. Il serait suicidaire que les casques bleus se retirent de la RDC. C'est la position du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Le patron des Nations Unies a assimilé la milice ADF qui sème la terreur localement dans l'est de la RDC au groupe terroriste en Afrique. Antonio Guterres a par ailleurs souhaité un financement par les Nations Unies de la force africaine antiterroriste du G5 Sahel. L'ouragan Dorian a fait au moins 5 morts aux Bahamas. Il se dirige vers les États-Unis où plus d'1 million d'habitants ont été évacués. Sa trajectoire reste inconnue, mais d'après les prévisions, Dorian devrait frôler les côtes de la Floride dans les prochains jours. Les effets de l'ouragan se font déjà sentir en Floride. De fortes pluies sont en train de tomber sur l'État de l'Est américain. Sport aux Coupe du Monde de basket Chine 2019. Les Lions ont perdu ce mardi leur 2e match. L'Australie a pris le dessus 81-68, 13 points d'écart. Cependant, les protégés de Tafa Gueye ont fait une prestation honorable. Le résumé du match est signé Ibrahim Mbouba. Le sursaut d'orgueil attendu a eu lieu. Défense agressive, jeu de transition huilé et de l'efficacité près du cercle avec ce dunk rageur de Youssou Ndoye. L'Australie a su réagir à temps. Super alley-oop entre Ingles et Baines. Les Boomers gagnent le premier carton 18-16. Ensuite, Bogut et Ingles combinent à merveille la défense sénégalaise prise à défaut dans la raquette.
Auteur de 14 points dans le match, Hand Almeida a été très incisif. L'Australie mène tout de même au deuxième quart-temps, 36-33. Et s'en remet au talent du meneur des Spurs, Patty Mills. Les Lions ne lâchent pas et font douter les Australiens dans le dernier quart-temps. Seulement, les errements défensifs se payent cash. Patty Mills, auteur de 22 points, a guidé les siens vers le succès. L'Australie s'impose 81-68. Les Lions perdent sans être ridicules. Malgré une deuxième défaite en 2 matchs, les Sénégalais montrent leur satisfaction après une prestation bien meilleure que lors du premier match. Les Lions, battus donc 81-68, ont pendant longtemps fait jeu égal face aux Australiens. Le sort du match ne s'est décidé que lors des dernières minutes. Voici quelques réactions au micro de notre envoyé spécial en Chine, Elhadji Thierno Dramé. C'est ça, je suis très content de la réaction de l'équipe du Sénégal ce soir, pendant la fois passée, parce qu'on n'était pas présent défensivement, mais je pense qu'aujourd'hui, les joueurs ont montré beaucoup de caractère. C'est un peu ça qui a fait la différence, et beaucoup de solidarité. Parce qu'on a fait des réactions souvent qui ont été bénéfiques. Donc bravo aux joueurs. Je pense qu'aujourd'hui, on a montré à tout le monde qu'on peut vraiment compétir. Et nous sommes venus dans une bonne mentalité et on a travaillé en équipe. Et surtout, on a fait confiance en l'équipe. Et aujourd'hui, je crois qu'on a été apprécié en défense. Et en offense, on a bougé la balle, on a fait nos systèmes. Avec quelques réglages qu'on a fait avec coach Tafa, qui nous a beaucoup aidé dans le spacing. Et je pense que c'est l'essentiel, c'est de venir et de montrer qu'on a d'abord une fierté à nous et qu'on ne peut pas se laisser ridiculiser. Vous avez pris 5 fautes, dont 2 fautes lors du dernier carton, quasiment dans le monétaire. Est-ce que votre duel face à Ingles vous a un peu sorti du match ou c'est peut-être des décisions à droite? Non, pas du tout. Je ne pense pas que j'ai laissé Ingles rentrer dans ma tête. C'est que ça arrive dans les matchs basket. Et que tous mes fautes, les dernières fautes, c'est 50-50, je veux dire. Mais ça arrive, c'est un match de basket. Les arbitres, c'est des êtres humains, ils font des erreurs. Et il faut juste que, comme je l'ai dit, il faut que je me concentre davantage, particulièrement au dernier carton, parce que c'est le carton le plus important. Il faut que je me résiste. Des fois, je suis un peu excité, un peu agressif. Et voilà. Non, on avait vraiment envie de réagir par rapport au match, le premier match. C'est vrai que le premier match, on s'est fait surprendre. On a mal commencé dès le début. Et là, on avait vraiment à cœur de montrer qu'on n'est pas là pour rien. Certes, c'est un groupe difficile, mais on montre qu'on a les armes. Et puis, on a montré qu'on avait du cœur. Là, on s'est battu, on a joué avec le cœur. Certes, le résultat n'y est pas, mais il faut garder le côté positif. Il nous reste 3 matchs et on va essayer d'aller chercher le plus de matchs possible parmi ce qui nous reste. C'est le même scénario, c'est le même type de jeu auquel on doit s'attendre face au Canada. Ah, bien sûr. Maintenant, on a vu qu'on est au-dessus de personne. Justement, on a des choses à prouver. Donc maintenant, on a vraiment le dos contre le mur et on n'a rien d'autre à prouver que de jouer. Et je pense qu'on est sur la bonne voie. Maintenant, là, il nous a manqué un peu de réussite. On perd le match sur des petits détails qu'on doit gommer, mais j'espère que ça va le faire pour le reste du tournoi. Voilà, ainsi se referme cette édition, mesdames, messieurs. Merci à vous d'avoir été au rendez-vous. Très belle soirée sur la RTS1.